Voilà, donc nous allons parler pendant 1 heure de l'interopérabilité et de la qualité des données. Alors, on a essayé de concevoir une présentation un peu ludique qui n'aborde pas ces sujets sur un plan trop technique, hein, et qui, on le verra également très rapidement au début de cette présentation, essaye de porter un regard sur ces deux définitions, ces deux éléments, la qualité et l'interopérabilité, vis-à-vis de la réutilisabilité des données. Voilà, pour donner du sens aussi la valeur que représente la qualité et l'interopérabilité des données. Voilà, donc nous déroulerons un ensemble de slides qui nous permettra donc de progressivement aller de la théorie à la pratique, hein, puisque très rapidement on va aborder les définitions de qualité et d'interopérabilité, comme je l'ai indiqué, resituées sous l'axe de la réutilisabilité des données. On viendra naturellement aborder la notion de schéma de données et on verra en quoi les schémas de données accompagnent et permettent de partager une même visibilité, un même niveau d'attente et d'exigence en matière de qualité et d'interopérabilité des données qui sont produites sur une dimension spatiale et temporelle, on le verra tout à l'heure. On abordera les différentes modalités de mise en œuvre de la qualité et de l'interopérabilité lors de la production de données. Et on investira de façon très concrète des outils qui accompagnent à ces deux éléments dans le cycle de vie de la donnée. Voilà, donc en introduction, comme on vous l'a indiqué, on souhaitait repositionner l'interopérabilité dans un contexte non pas centré sur le producteur de données, mais dans un écosystème d'acteurs qui embarque à la fois les producteurs et les réutilisateurs. Donc, comme ce schéma essaye de le présenter sur la base d'un exemple qui est construit autour des menus de cantine, on peut avoir une approche de production de données très localisée, par exemple les données d'un collège, qui vont être produites suivant certaines modalités définies bien souvent par le producteur. Modalités qui pourront varier pour un autre producteur qui, lui, produit des données de menus relatifs au lycée, et puis avec des approches également totalement personnalisées, bien souvent le cas d'ailleurs, hein, sur des menus de cantine. À côté de ces producteurs de données, on a des réutilisateurs qui eux aussi ont des attentes différentes, variables, concernant les données auxquelles ils souhaitent accéder. Si on prend le cas d'Hélène, hein, qui est la parent d'élève, si elle a besoin d'accéder à des menus de cantine, on se rend bien compte que le menu le plus ludique pour elle et le plus lisible pour elle, ce sera le menu produit par Marie à l'école primaire. Si par contre on s'adresse à Louis qui est chercheur et deux Louis d'ailleurs qui sont chercheurs et le deuxième Louis est un start-upper qui a développé une application qui permet de porter à connaissance l'ensemble des menus produits par un ensemble d'établissements de restauration sur un territoire donné, peut-être à l'échelle nationale, on se rend bien compte que eux, leur problématique va être différente. Ils vont avoir besoin d'une visibilité agrégée de l'ensemble des données. Ils vont devoir passer un minimum de temps à rendre ces données agrégeables. Ils doivent également se soucier de la qualité de données, mais à des niveaux un petit peu différents. On voit l'application de Louis II, on va dire, elle va devoir fournir une information précise aux utilisateurs de l'application quant au menu d'un jour donné sur un établissement donné. Ce ne sera peut-être pas forcément le cas, la problématique de Louis qui est chercheur, qui lui va plutôt s'attarder à faire des études sur ces données, mais de façon plus globale. Et il aura donc peut-être moins d'exigences et d'attentes en ce qui concerne la qualité des données. Mais on le voit, donc des attentes différentes en fonction des besoins des réutilisateurs. Je reviendrai peut-être sur Hélène, hein. Hélène, je vous disais tout à l'heure, si elle a des enfants en primaire, elle sera ravie de pouvoir consulter les données sous la forme actuelle. Par contre, si elle a des données, si elle a des enfants au primaire, au lycée et au collège, vous vous rendez bien compte que déjà, l'exercice qu'on lui propose à travers des données qui ne sont pas en tout cas agrégeables, avec des dimensions variables, l'exercice sera déjà beaucoup plus compliqué pour Hélène. Voilà, donc on va essayer pendant toute cette heure de resituer la problématique de la qualité et de l'interopérabilité, non pas de façon intrinsèque, hein, mais plutôt au regard et sous l'angle des attentes que sont celles des réutilisateurs de données.
Alors, on va aborder très rapidement la notion de qualité de données. Donc, la notion de qualité de données, on peut la caractériser à partir d'un certain nombre de comportements. Là, par exemple, j'explicite la notion d'exactitude. Voilà, si c'est pas la compote de pomme qui est au dessert du 11 octobre, mais c'était de la salade de fruits, voilà, bon, ben là, la donnée est pas bonne, elle est erronée. Si c'était pas la date, si c'était pas le 11 octobre 2021, mais si c'était le plat principal de la veille ou du lendemain, bon, ben, c'est une erreur. Voilà, donc c'est une problématique liée à l'exactitude des données. Et bien souvent, quand on parle qualité de données, on commence à penser à cet aspect-là de la qualité de la donnée, c'est-à-dire l'exactitude de la donnée. Ensuite, on peut aborder la notion de complétude. C'est le fait qu'une donnée peut manquer. Voilà. Donc, encore une fois, si on est sur des problématiques de réutilisation de masse, Louis qui est chercheur, s'il manque sur quelques éléments de menu, un plat, une date ou un label, ça ne va pas lui poser de problème. Par contre, pour un parent qui a besoin de connaître les données des menus d'un jour donné, ça pourrait être ennuyeux. Voilà. Donc, on voit encore une fois que la qualité, là, cette complétude, hein, qui est une composante de la qualité d'un jeu de données varie beaucoup en fonction de la réutilisation que l'on attend et qu'on souhaite apporter aux données. La notion de cohérence, donc là, c'est un petit peu plus complexe à gérer, c'est-à-dire que c'est un peu moins visible. C'est que deux informations contenues dans un fichier ne sont pas cohérentes les unes avec les autres. Voilà. Donc, cette problématique de cohérence, par exemple, on peut l'avoir à différents niveaux. On va aborder le sujet tout à l'heure. La notion de temporalité. Alors, la notion de temporalité, c'est la notion de rafraîchissement des données. Voilà. Donc, si aujourd'hui j'ouvre les menus de cantine et que j'ai les menus de l'année dernière et que je n'ai pas encore les menus d'aujourd'hui en tout cas et de demain, là on est sur une problématique de qualité qui fait référence à la temporalité qui n'est pas correcte. En tout cas, qui n'est pas correcte au regard encore une fois de l'utilisation que on attend, que des utilisateurs peuvent attendre de ce fichier. Ensuite, on a des aspects de qualité liés au fait que certaines valeurs qui caractérisent un enregistrement ne font pas référence au référentiel, ne font pas partie du référentiel auquel elles sont censées faire référence. Je m'explique par ici, par exemple, ici, on pourrait très bien imaginer mettre viande en termes de type de plat, sauf que viande ne fait pas partie des valeurs possibles du référentiel qui a été adopté dans le cadre de la définition de ce schéma. On retrouve très fréquemment, par exemple, quelque chose de beaucoup plus commun, c'est les numéros de SIRET des entreprises, où on a encore aujourd'hui, on publie encore des données s'appuyant sur des numéros de SIRET qui ne sont plus actifs, d'entreprises qui sont fermées, parce que les logiciels qui produisent ces données n'ont pas réactualisé leur référentiel des tiers, par exemple s'il s'agit d'un logiciel de données financières. Voilà, donc on se rend bien compte que dans ce cas-là, le producteur, lui, il n'est pas conscient de produire une information qui n'est pas de qualité, puisqu'il utilise les outils qui sont mis à sa disposition et les référentiels qui sont mis à sa disposition. Et pour autant, elle peut avoir une importance, puisque dans le cas des numéros de SIRET, voilà, elle pourrait éventuellement conduire à une mauvaise interprétation, une mauvaise lecture des données qui sont produites. Ensuite, l'exhaustivité. Donc, l'exhaustivité, elle consiste à s'assurer qu'il y a bien toutes les données, tous les enregistrements, toutes les valeurs possibles à l'intérieur du fichier de données qui est produit. Donc, par exemple, s'il manque, on voit bien sur le 11 octobre, il n'y a pas de dessert. Voilà, donc on a oublié de renseigner des enregistrements. Il y a aussi cette dimension d'oubli ou d'omission ou de non-complétude des données, non pas d'un point de vue valeur de champ, associé à un enregistrement, mais carrément en zappant des enregistrements. Ensuite, il y a la notion d'intégrité. La notion d'intégrité, elle est un petit peu plus complexe à appréhender, mais elle consiste à se dire que la donnée qui est réutilisée a peut-être été altérée depuis sa production. Elle peut être altérée par différentes modalités, hein. La première modalité, par exemple, c'est que le logiciel qui est utilisé par le réutilisateur va tronquer des colonnes, va tronquer les dimensions de colonnes, va définir des dimensions de colonnes qui feront que les valeurs présentes dans ces colonnes seront tronquées, comme ici. Ou encore une fois, on l'a tous vécu, c'est que les codes caractères qui sont utilisés dans le fichier d'origine ne sont pas
interprétables, lus ou mal interprétés dans l'outil qui est utilisé par leur utilisateur. Donc, cette notion d'intégrité, il y a également une autre dimension associée à l'intégrité, c'est la permanence des données publiées. Le fait qu'une donnée, par exemple, disparaisse, un jeu de données disparaît, hein, donc c'est il a été supprimé par erreur, mal intentionnellement ou par une difficulté ou un problème technique. Donc, on est encore une fois sur une problématique d'intégrité qui est liée au fait que l'information n'est plus permanente. On a également une autre difficulté dans ce qu'on peut qualifier de qualité des données, c'est les images, c'est les duplicats de données. On a beaucoup de jeux de données qui sont produits de façon multiple et ce qui pose la difficulté de la synchronicité, la synchronisation des données qui sont présentes dans les différents fichiers produits. Donc, ça peut être, on va dire que cette problématique peut être normée dès lors qu'on intègre, par exemple, une notion de version associée aux différents jeux de données. Mais pour l'instant, ce n'est pas forcément des notions qui existent dans une grande majorité des fichiers qui sont produits aujourd'hui, en particulier en open data. On a également un autre élément très important, c'est la documentation qui caractérise un niveau de qualité de la donnée publiée, puisqu'un jeu de données non documenté, c'est un jeu de données qui sera peu, voire pas utilisable, ou surtout mal utilisé, puisque mal interprété et mal compris. Je vais aborder maintenant également de façon très rapide les notions d'interopérabilité. Encore une fois, vous verrez, on ne va pas rentrer dans des aspects trop techniques, hein. Je reprends les cas de mes 3 menus de cantine qui sont produits par 3 producteurs différents, suivant des modalités, vous l'avez vu, pas homogènes. Aujourd'hui, elles interdisent le fait de combiner ces trois sources de données pour permettre de disposer de ces informations dans une seule et unique source. Donc voilà, ça c'est l'interopérabilité de structure qui est également liée, on peut également intégrer la problématique du format de fichier, hein, puisque bien souvent on a également le fait que le fichier doit rester ouvert, lisible par des machines à travers un format qui est interprétable. Voilà. Donc cette notion, on parle d'interopérabilité de structure. J'intègre également dans mes réflexions la notion d'interopérabilité temporelle. On se rend bien compte qu'à un instant, si uniquement 2 producteurs sont en mesure de produire le fichier attendu, on voit bien que l'agrégation ici, elle est tronquée. Et donc, elle peut avoir un impact sur la qualité et la réutilisabilité de la donnée par un utilisateur en particulier. Voilà, donc par exemple, vous, Louis, hein, Louis, il a développé une application qui permet à un instant T à tous les habitants d'un territoire d'avoir accès à tous les menus produits par l'ensemble des structures de restauration collective. Si demain, les données du lycée ne sont pas produites pour une raison ou Y, voilà, donc on a une problématique de service rendu puisque de la donnée va manquer. Donc, la réutilisabilité des données, la qualité et l'interopérabilité des données temporelles donc, repose sur le fait que les données doivent être produites de façon orchestrée pour avoir un potentiel de réutilisabilité maximum. L'autre valeur d'interopérabilité, c'est l'interopérabilité spatiale. Si en effet, à un instant T, quelques collectivités très éparses dans les territoires produisent une donnée de qualité et interopérable, ça ne suffit pas à faire en sorte que cette ouverture de données ait un fort taux de réutilisabilité. Il faut adjoindre à cela une coordination à l'échelle d'un territoire de telle sorte que de s'assurer que les données sont produites par un ensemble d'acteurs sur une couverture territoriale la plus représentative possible. Ça peut être un département, une région et même idéalement le niveau national pour vraiment permettre une réutilisabilité optimum des données. Voilà. Et j'ai une dernière composante dans l'interopérabilité que j'appelle réglementaire pour que des données qui soient interopérables puissent être interopérées au-delà du fait qu'elles soient produites au même instant et qu'elles soient produites sur une échelle territoriale qui fasse que l'agrégation permette de créer de la valeur sur la réutilisation de la donnée, il faut rajouter à cela le fait que l'agrégation soit autorisée. Donc, soit autorisée par des dispositifs réglementaires qui sont packagés dans la notion de licence associée aux données, également associée aux problématiques de RGPD et à la problématique d'agrégation de données à caractère plutôt privé, des données d'ordre industriel, propriété intellectuelle ou autre.
Voilà, donc l'interopérabilité de structure, c'est bien souvent elle qu'on appréhende, mais elle ne suffit pas à répondre à une approche d'efficience par la réutilisation des données produites. Je poursuis donc en abordant la notion de schéma de données. Alors, pour définir un cadre commun sur une échelle donnée, donc idéalement l'échelle nationale, hein, une représentation commune d'un niveau d'exigence en matière de qualité et d'interopérabilité des données, il existe la notion de schéma qui est très développée dans le monde du système d'information géographique et de façon plus spécialisée sur certains domaines de gestion. Hein. On a tous en tête des interfaces liées aux finances, à la RH, etc. Mais il s'avère que la démultiplication des données à rendre publiques à l'occasion de la démarche d'open data fait en sorte de mettre en avant que on n'a pas eu le temps, on n'a pas anticipé le fait de s'entendre, de se mettre d'accord et de définir un cadre commun de qualité et d'interopérabilité des fichiers, des données qu'on produit aujourd'hui et qu'on est amené à produire depuis la loi 2016. Donc, le schéma de données, c'est un petit peu la partition qui permet à tout un orchestre, qui sont les producteurs de données, de pouvoir produire des données dans un cadre commun. Donc, c'est un outil qui permet, comme je dis, de définir un niveau de qualité et d'interopérabilité concerté. C'est encore une fois très relatif. Hein. On l'a vu tout à l'heure, la qualité était relative sur un certain nombre d'aspects, l'interopérabilité est relative sur un certain nombre d'aspects, et la notion de schéma est également très relative puisqu'elle est arrêtée à un instant T, suivant un niveau de spécification qui est défini par un ensemble d'acteurs. Et c'est là où on voit tout l'intérêt que ce réseau d'acteurs soit positionné au plus haut niveau, au niveau national, pour que ce cadre de qualité d'interopérabilité soit portable sur une dimension nationale sur laquelle on espère et on aspire à pouvoir recueillir le plus de retours sur investissement et de valorisation et de réutilisabilité des données et de création de valeur, la création de services numériques. Donc aujourd'hui, vous le connaissez ou peut-être pas, donc l'initiative, deux initiatives, une initiative d'Open Data France en 2017 qui a été la mise en place d'un socle commun des données locales, qui était cette volonté de pouvoir standardiser, définir des schémas de données partagés par l'ensemble d'une communauté. Plus récemment, donc Etalab donc a publié sur une infrastructure dédiée un référentiel national des différentes initiatives de définition de schémas sur un ensemble de sujets dans une approche très contributive, très collaborative. Et Geoffrey nous parlera un petit peu plus longuement tout à l'heure des outils qui sont mis à disposition à travers cette initiative. À signaler aussi que des synergies, bien sûr, existent entre les initiatives du socle commun données local et les initiatives de schéma.gouv qui feront l'objet début d'année 2020 d'annonces et de réalisation de travaux communs. Alors, en quoi un schéma peut répondre ou apporter une base commune d'attente en termes de qualité et d'interopérabilité. Alors, pour ce faire, je vais juste basculer mon écran sur mon navigateur pour vous présenter un schéma de données, donc qui est plutôt une approche qui est une approche un peu technique, je dois l'admettre. Voilà, donc là, je me trouve sur une plateforme qui s'appelle un Git, qui appartient à Open Data France. Il faut savoir que l'État, dans sa démarche schéma.data.gouv, a également ce même type d'infrastructure qui permet de venir publier sous une forme plutôt de description, sous forme plutôt informatique, hein, les règles de qualité et d'interopérabilité attendues dans le cadre de la publication d'une source de données. Donc là, par exemple, c'est un schéma qui va décrire comment un jeu de données relatif au menu de cantine de restauration doit être structuré. Et donc, cette structuration va directement aller sur une information pertinente. Voilà. Chaque champ du fichier de données
fait l'objet d'un nom de colonne. Le nom de colonne, il va intervenir au niveau de l'interopérabilité des sources de données publiées. Hein, si trois producteurs de données ne publient pas leur jeu de données avec des intitulés de colonnes identiques, vous comprendrez que l'agrégation, en tout cas automatisée, la plus automatisée possible des deux sources de données sera compliquée. Ensuite, on retrouve ici la notion de description. Donc, on l'avait dit, la notion de description est importante et on la retrouve au niveau du schéma de données. Donc, quand un producteur de données va renseigner une information dans la colonne menu col nom, pour garantir un niveau de qualité attendu et d'interopérabilité, il lui est précisé ici quelle est la valeur qu'on sous-entend à travers ce nom de colonne. On voit également ici le type. Est-ce que c'est un numérique, une liste, etc. Et on a même une valeur exemple qui permet aussi de guider l'utilisateur sur une meilleure compréhension des informations qu'il doit renseigner dans le champ. On a également après d'autres caractéristiques, hein, je ne vais pas toutes les passer en revue, mais par exemple ici, requiert, voilà, est-ce que l'information est obligatoire ou pas? Donc ça, c'est une information qui va permettre de corriger, en tout cas de pouvoir superviser la complétude des données. Ici, vous avez une chaîne de caractères qui définit les règles d'écriture des valeurs qui vont être enseignées dans le champ considéré. Voilà, donc ici, on voit bien un schéma de données permet, quand il est partagé avec l'ensemble d'une communauté, de définir à la fois le cadre de qualité et le cadre d'interopérabilité des données qui sont produites par les différents producteurs de données. Oui, je rejoins l'information comme quoi, en effet, aujourd'hui, on manque d'interopérabilité dans les différents schémas qui peuvent être disponibles sur les différentes structures. Donc, c'est un chantier sur lequel on travaille avec Etalab depuis le mois de septembre, où on est en train d'établir des cadres d'interopérabilité relatifs à l'ensemble des schémas qui seront produits par l'ensemble des structures publiques autour de la production de données ouvertes. Voilà, donc on va essayer de corriger dans les mois et les années qui viennent ce manque d'interopérabilité entre schémas. Je vais aborder maintenant la partie justement modalité de mise en œuvre de cette qualité et de cette interopérabilité. La mise en place de la qualité et de l'interopérabilité, on peut l'apercevoir, on peut l'apprendre soit au niveau du producteur de données, soit au niveau du réutilisateur. Donc, au niveau du producteur de données, elle peut être conçue, elle peut être opérée lors de la production de la donnée. Alors, par contre, elle a une difficulté. La première difficulté, c'est quand cette production de données n'est pas assistée par des contrôles qui permettent de garantir et des outils qui permettent d'aider à la qualité des données. Elle peut être également opérée avant la publication des données, donc post-collecte, suivant des modalités qu'on vous décrira tout à l'heure. Et c'est bien souvent les mêmes modalités techniques qui sont opérées cette fois-ci non plus par le producteur, mais par le réutilisateur de données, pour pouvoir disposer d'informations, corriger les écarts, corriger les erreurs, corriger les problématiques de qualité, corriger les problématiques d'interopérabilité des données. On voit également, c'est bien souvent les mêmes outils qui sont utilisés. Donc, on voit que pour favoriser la réutilisabilité des données, hein, donc si on se met sous l'angle réutilisateur, c'est en produisant une donnée nativement de qualité et interopérable. Voilà. Donc, si l'ensemble des producteurs ne portent pas une attention particulière à ces dimensions qualité et interopérabilité, soit leur donnée ne sera pas utilisée, peu utilisable et difficilement utilisable, et par des réutilisateurs, on le verra tout à l'heure, qui devront disposer d'une certaine technicité dans la manipulation des fichiers. Voilà, j'en ai fini avec… je vais arrêter le partage d'écran. Et je crois, Vincent, que c'est toi qui vas prendre la suite. Merci Thierry. Du coup, on va parler un peu outillage et essayer de faire un point sur les différents outils qui pourraient permettre, plus ou moins bien d'ailleurs, de travailler sur cette qualité des données. On va en brosser 5. Le simple outil Excel, on dit Excel, mais ça peut être ça peut être Calc ou d'autres tableurs. Ensuite, on abordera Publier, qui est un outil qui a été
qui est proposé par Etalab pour permettre d'automatiser en fait le remplissage d'un certain nombre le remplissage d'informations qui sont liées justement à un standard, enfin un schéma, pardon. On abordera Dayline, qui est un outil sur lequel Thierry a travaillé et qui permet justement d'arriver à un travail d'alimentation de la donnée. J'aime pas le terme, je dirais contraint, mais quelque part qui permet en fait d'emblée, dès l'alimentation, d'assurer une qualité de données. Emmanuel nous montrera ce qu'il a fait avec un outil qui s'appelle Workbench, qui est en quelque sorte un ETL. Enfin, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais on abordera la problématique des ETL tout à l'heure avec donc Emmanuel. Et on terminera par un outil qui est peut-être plus un outil d'animation lors d'ateliers ou d'ateliers de coproduction ou d'ateliers d'animation en fait autour de la donnée, qui a été imaginé par la Fondation Internet Nouvelle Génération autour des critères de qualité liés à la donnée. Donc, du coup, je vais relaisser la parole à Thierry sur le premier outil, qui est l'outil Excel, ou tableur. Voilà, donc Excel, on ne va pas y rester trop longtemps, mais il était important de signaler que dans beaucoup de collectivités, petites, grandes et moyennes, Excel reste encore, sur certains domaines en tout cas, pas sur tous, des outils utilisés pour produire des données. Et on se rend bien compte, vous le connaissez tous, que c'est des outils qui ne permettent pas vraiment de garantir ni d'accompagner nativement, en tout cas, les producteurs de données dans une saisie de données de qualité interopérable. D'autant plus quand on voit que le fichier, par exemple, pour les menus de cantine qui doit être produit pour respecter l'interopérabilité et la qualité des données, c'est celui-là. Voilà, c'est bien très, très complexe. Donc, je vais tout de suite laisser la main maintenant à Geoffrey, qui va nous présenter donc une autre approche de collecte guidée et de contrôle de qualité et d'interopérabilité de données. Merci Thierry. Du coup, bonjour à tous. Donc Geoffrey Devers, je travaille chez Etalab au sein de la direction interministérielle du numérique. Je vais vous présenter un petit peu l'outil publié Etalab Studio, qui va se baser sur donc, le site Schéma Datagouv, qui va référencer un certain nombre de schémas de données, comme vous l'a expliqué Thierry. Donc, on a un certain nombre de schémas de données qui décrivent des données publiques qui sont publiées. Donc, les schémas sont publiés sur Schéma Datagouv et ils respectent une façon d'être formalisée que vous a montré Thierry, particulière, ce qui fait qu'en fait, des machines, des applicatifs sont capables de les lire automatiquement et peuvent proposer des services. Et donc, nous, côté Etalab, on a développé donc, un outil qui s'appelle Publier Etalab Studio, qui a pour objectif de publier des données en open data qui répondent directement à un schéma de données. Et donc, l'objectif, c'est de publier ces données. Donc, nous, on travaille chez Etalab donc, sur la plateforme de l'État Datagouv, mais donc, on peut se servir aussi de cet outil-là pour formater ces données, valider les données à un bon format. Donc, le site, en fait, il se présente comme une liste de différents schémas qu'on va retrouver ici. On peut filtrer le schéma que l'on souhaite particulièrement. Donc, par exemple, ici, ce qui va nous intéresser, c'est les menus de la restauration collective. Et après, donc, sur le site, on va nous demander différentes possibilités, soit de publier les données par rapport à un formulaire qu'on va pouvoir remplir, soit par rapport à un tableur en ligne, soit si on a déjà des données et un fichier déjà prêt, de pouvoir le télécharger dessus. Donc, pour vous montrer, par exemple, remplir un formulaire, on voit qu'automatiquement, le formulaire se met en forme avec les bons noms de colonnes, les bonnes contraintes qui sont derrière. Donc, si on remplit ici un numéro de SIRET d'entreprise qui n'est pas bon, ça va nous être signalé. On a de la même façon un tableur en ligne. Là, je vais vous montrer, par exemple, l'upload de données. Donc là, j'ai pris un fichier exemple des menus collectifs. Donc voilà, je prends le fichier. Et donc, j'ai tout de suite un message qui me dit que le fichier que j'ai déjà préparé, il est valide et il n'a aucun problème. Par contre, quand on a des fichiers, par exemple, qui sont invalides, donc là, je vais prendre un fichier qui est invalide,
On a donc une saisie avec les différentes erreurs qui sont signalées. En fait, derrière, on va se baser sur un outil qui a été développé par Open Data France, qui est Validata, qui va nous permettre d'avoir la liste des erreurs qui sont présentes dans ce fichier-là. Et donc, quand je regarde le rapport d'erreur, je vois que, par exemple, j'ai un format incorrect, des numéros SIRET invalides, etc. Et donc, je vais pouvoir corriger le fichier. Donc, pour l'instant, ça marche sur des fichiers qui sont raisonnablement petits, donc pas plus que 200, 300 lignes. En tout cas, le upload marche pour n'importe quel type de fichier, mais l'édition en ligne, elle est encore aujourd'hui sur des petits formats. Et donc là, j'ai le tableur en ligne qui se formate automatiquement avec les bons noms de colonnes. Je vais pouvoir avoir les informations directement accessibles du schéma pour une colonne particulière, donc la description. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que je vois surbriller en rouge les erreurs qui sont présentes dans le fichier. Donc ici, j'ai un numéro de colonne SIRET invalide, là de la même façon. Et je vais pouvoir aller directement éditer mon fichier en le corrigeant en ligne. Donc là, je les ai modifiés. Et je vais pouvoir vérifier le fichier. Et là, je vérifie. Donc, de la même façon, en fait, derrière, ce qui se passe, c'est que j'appelle Validata pour savoir si le fichier il est correct. Et donc là, il est correct parce que j'ai corrigé mes erreurs et je peux aller publier directement sur DataGouv. Donc, par exemple, au nom de mon organisation Etalab, avec un jeu de données. Donc, je crée avec mon nom plutôt, en mon nom, pardon, hop, en mon nom. Je vais créer un nouveau jeu de données. On a une première saisie avec des titres qu'on peut modifier, une description, etc. Et puis un nom de fichier, qu'on peut rentrer. Donc, par exemple, je vais mettre test fichier. Et je vais le publier. Et donc là, voilà, c'est bon. Donc mon fichier a été uploadé directement sur DataGouv. Et je peux aller voir le fichier sur DataGouv qui est publié directement et qui possède du coup les données qui ont été rentrées et saisies et sur lesquelles en fait on va pouvoir donc les télécharger, les lier. Et ce qui est intéressant aussi sur DataGouv, c'est qu'on est capable de regrouper pour un schéma particulier. Donc là, je vais prendre un schéma qui a pas mal de succès, qui est le schéma des bornes véhicules électriques. On peut aller regarder toutes les données sur DataGouv qui sont publiées par rapport à ce schéma-là et qui sont publiées par différents types de producteurs. Donc là, on a un gros producteur EasyVia qui produit beaucoup de données, mais voilà, Ma Borne Auto, Autoreux, Watt, Zenco. Donc, c'est différents producteurs de données qui ne se connaissent pas, mais qui ont décidé de remplir les données sur le même standard, ce qui fait que demain, on peut facilement récupérer l'ensemble de ces données, faire des bases consolidées, des bases nationales. Voilà. Donc, voilà, c'était un peu une présentation rapide de Publier Etalab Studio. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, voilà. Merci Geoffrey. Bah, écoute, je vais juste te reprendre la main et Ouais. je vais rapidement la redonner à Emmanuel. On a également Dayline que vous connaissez peut-être. C'est donc un outil qui ressemble très fortement à ce que nous a présenté Geoffrey, avec quand même quelques différences fondamentales. C'est-à-dire que dans Dayline, il y a de la permanence de données, ce qui n'est pas le cas, c'est pas l'objectif et c'était pas la finalité de l'outil tel qu'il est en tout cas développé par Etalab. On a également possibilité de ne pas avoir besoin de renseigner toutes les données. Dayline peut faire de la complétude de données, etc. Mais c'est un outil qui vise à atteindre les mêmes objectifs, hein. Faciliter la collecte d'une donnée standardisée et faciliter la production d'un fichier interopérable. Voilà, c'est ce qu'il faut mémoriser. Donc, je vais laisser la parole à Emmanuel, hein. Emmanuel, tu as 5 minutes si tu veux bien. Je vais vous présenter donc une autre approche qui est une approche qui n'est pas plutôt liée à la production de données, mais qui est plutôt liée à la correction de données avant ou après publication. Ouais, exactement. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Emmanuel Archia. Moi, je travaille au Pays Basque dans une association qui s'appelle Antique. Et souvent, ce qu'on fait, c'est l'agglomération Pays Basque nous délègue un certain nombre de tâches, de compétences qu'on négocie avec elle. Et en ce moment, là, depuis 2019, nous accompagnons les communes de notre territoire qui en ont l'obligation à faire de l'open data. Voilà. Et donc, moi, tous les outils qui peuvent permettre de faciliter le travail des gens en charge de faire de l'open data dans les mairies, ça m'intéresse et du coup, j'essaie de les utiliser et de voir comment mes collègues dans les collectivités peuvent se l'approprier
pour faciliter leur travail. J'ai pris un exemple de la commune d'Anglet, où là, vous voyez, ça c'est le PDF, ils publient leur menu comme ça sur un PDF. Alors, tous les outils qu'on a vus, c'est très pratique, c'est très utile quand on saisit directement de la donnée, mais souvent dans la vraie vie des petites communes qui doivent faire de l'open data, les services en question qui doivent s'emparer de ce genre d'outils, comme Publier, comme Data, comme D-Line, bien souvent, soit ils ne savent pas le faire, ils ne savent pas utiliser Excel, ils n'ont pas le temps et ils n'ont pas envie. Donc là, on se retrouve dans des situations un peu compliquées pour faire de l'open data. Et généralement, quand on tombe sur des collègues un peu compréhensifs, on va dire, dans la moyenne des collectivités, on peut récupérer donc un fichier un peu de ce type, c'est-à-dire que la plupart je pars dans les collectivités moyennes avec lesquelles je travaille, n'ont pas de connaissances très souvent ou très peu d'Excel, et finalement vont vous fournir un fichier sous Excel, au mieux, où il y aura les informations, mais un petit peu comme si c'était un document publié. Donc, pas Alors, vraiment utilisable. Donc, du coup, excuse-moi de te couper, Emmanuel. Et donc, là, est-ce que tu peux nous montrer le résultat qui est ouais, obtenu à partir de exactement. l'outil? Tout à fait. Donc, dans cet outil-là, en fait, on verse le fichier et dans cet outil-là, sont prévus tout un tas de processeurs, de processus qui permettent de transformer petit à petit le fichier. Donc, en gros, ça, c'est le fichier brut. Vous voyez que là, on a, je vous passe toutes les étapes compliquées de transformation et des processus. Alors, il faut connaître les différents processus. Et au final, on obtient le fichier qui ressemble au standard et qui est rempli avec les informations qui ont été fournies par le collègue qui, au départ, n'avait pas de connaissances suffisamment fines d'Excel et n'avait pas non plus de connaissances du standard. Donc, en gros, on est dans un cas de figure où voilà, les collègues ne sont pas bien outillés, n'ont pas de connaissances, n'ont pas le temps. Soit ils ont produit un fichier Excel sommaire et il faut vous débrouiller avec, soit ils ont extrait de leur logiciel métier des fichiers très sommaires et il faut, par tout un tas de processeurs, les transformer au format standardisé. Et ça, c'est possible avec cet outil-là, qui à la base n'est pas fait pour faire de l'open data, qui est plutôt fait par une personne qui voulait aider ses amis journalistes à faire du data journalisme. Et donc, ça voulait dire à transformer des fichiers qui pouvaient provenir de partout en France. Mais en gros, c'est tout à fait possible de faire avec ça. Et il vous suffit ensuite de charger au fur et à mesure, ici, de remplacer au fur et à mesure les fichiers bruts tels qu'ils vous sont envoyés par vos collègues. Et du coup, il a conservé, vous conservez toutes les étapes automatiquement de transformation et vous n'avez plus qu'à mettre les nouveaux fichiers et puis ça vous sort le standard. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel. Donc, voilà, c'était important de vous présenter un outil qui intervient post-production, soit avant ou après publication. Donc, c'est le genre d'outil qui peut être à la fois utilisé par des producteurs de données, mais également par des réutilisateurs. Mais vous le voyez, tout de suite, ça devient très technique. Et donc, on en revient, je vais juste repartager et j'en aurai fini le slide. Voilà. Donc là, oui, on a oublié les logiciels éditeurs, naturellement, mais si j'en reviens au slide qui était ici, on voit bien que le RIO, hein, le meilleur retour sur investissement pour l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de la réutilisation de la production de la donnée, c'est lorsque la donnée, elle est produite sur un niveau de qualité et d'interopérabilité natif le plus important possible. En tout cas, vous concevrez bien que si on n'aide pas le réutilisateur à disposer nativement d'une donnée agrégée de qualité, ça va être un frein à la réutilisation de la donnée. En fait, ce qu'on voit là, c'est que la problématique de qualité de données, elle peut être entre guillemets complexe à gérer et surtout, quelquefois, elle est difficilement compréhensible par les agents. Quelle que soit leur place d'ailleurs, que ce soit des agents de direction ou les agents qui alimentent la donnée. Et en fait,
je vais mettre dans le chat un lien vers un outil qui est proposé par la Fondation Internet Nouvelle Génération. C'est un outil qu'ils ont proposé dans le cadre d'un programme qu'ils avaient monté dans les années 2014, on va dire, par là, le programme InfoLab. Et du coup, c'est un outil qui s'appelle le Sprint Qualité. Et dans ce Sprint Qualité, vous pouvez lors d'ateliers d'animation en fait avec les agents ou avec les citoyens ou avec les utilisateurs des menus de cantine par exemple, arriver à brosser en fait l'ensemble des problématiques de qualité de données, que ce soit des problématiques liées aux métadonnées, que ce soit des problématiques liées à l'absence de données, un peu tout ce que a brossé Thierry tout à l'heure et qui était très complet. Et dans ce sprint de qualité de données, vous avez plus de 120 critères de qualité de données qui existent. Alors, le but du jeu, c'est pas d'utiliser l'ensemble de ces 120 critères pour améliorer la qualité de la donnée, mais c'est d'être conscient que ces critères existent et juste en les prenant en compte, c'est-à-dire en se les appropriant, on peut arriver à se dire, bah, tiens, il y a sur ce jeu de données-là, peut-être il y en a 10, peut-être il y en a 15, peut-être qu'il n'y en a que 5 critères qui sont importants pour nous et qu'il est nécessaire en fait de prendre en compte. Voilà. Je mets donc le lien dans l'espace de discussion et vous les aurez dans les slides. Vous aurez le lien aussi dans les slides qui vous seront proposés. Merci à Emmanuel, merci à Geoffrey, merci à Thierry. Là, c'est exactement le type d'outil qu'a présenté Emmanuel, ce qu'on appelle des ETL, qui permettent de venir corriger, tordre, rectifier plus exactement des fichiers qui ne seraient pas construits sur la même structure, mais pour les faire tendre vers une structure commune. Voilà, ce qu'on appelle les outils d'ETL qui nécessitent quand même beaucoup sauf à l'exception de l'outil qu'a découvert Emmanuel, qui est assez incroyable, parce qu'il est plus facile d'accès que les outils payants professionnels. Mais voilà, à ma connaissance en tout cas, ce sont ces outils qui permettent de rectifier des sources de données de structures différentes pour les faire converger vers une source de données commune. Ça m'est arrivé de faire ça sur des données de qualité de l'air, je crois. Et effectivement, à partir du moment où vous avez une colonne de référence commune, vous pouvez croiser les deux assez facilement. Alors, il existe des outils open source dont l'accès est plus ou moins complexe aussi. Il y a Talend, par exemple. Il y a Pentao Data Integration qui a une version communautaire et qui peut être assez intéressant, de s'approprier. Mais comme le dit Thierry, c'est vrai que c'est des outils qui demandent quand même une prise en main. Par contre, moi j'avoue que c'est des outils qui sont apparus, moi, je serais assez tenté de dire dans le début des années 2010, peut-être avant, mais et clairement, quand ces outils sont apparus, pour moi, c'était vraiment la boîte à outils indispensable pour les personnes qui ont à travailler sur de la donnée. Donc, il y a Talend, il y a Pentao Data Integration. Et j'avoue que l'outil que nous a présenté Emmanuel, que j'avais entreaperçu, mais que j'avais jamais vu fonctionner, est un outil assez intéressant dans la mesure où j'ai l'impression que c'est un peu une version simplifiée de TL et qui fait quand même pas mal de choses, quoi. Ouais, c'est l'ETL pour les nuls, en fait. On arrive toujours à s'y faire. C'est assez étonnant. Alors, le truc, voilà, il est gratuit, par contre. Ça, c'est la bonne nouvelle. Vous pouvez y aller. Par contre, le gars qui a lancé ça, il n'a pas trouvé de modèle économique sur le vecteur data journaliste. Donc, nous, on lui a proposé, alors il a publié le code de son application et on peut quand même apparemment récupérer le code et l'installer.
Mais donc vous verrez, ne soyez pas effrayés, hein, il est noté qu'il est mis hors ligne à partir du 15 octobre, mais pour l'instant, il marche encore. Alors, j'aurais tendance à avoir une réponse un peu tranchée qui n'est pas une vérité, hein. C'est non. Les tableurs, pour 95% des personnes qui sont amenées à utiliser des tableurs, ils ne peuvent utiliser les tableurs que dans des fonctions de base. Ils ne sont pas en mesure de développer des macros, de développer un ensemble de contrôles, un ensemble de moyens qui permettraient à ces outils d'accompagner à la qualité et à l'interopérabilité, hein, voilà. Mais c'est des compétences qui sont données qu'à une faible partie des utilisateurs d'outils bureautiques. Donc aujourd'hui, la stratégie qui a été celle d'Open Data France depuis 2017, c'est de proposer un outil qui s'appelle D-Line. Donc, D-Line qui est aujourd'hui dans une version de prototype qui est déployée dans 20 collectivités, qui s'appuie sur des schémas, tout comme l'a présenté Geoffrey, sur des schémas de description de données, que j'ai pu vous le présenter, et qui permet en mode tableau et en mode formulaire, à travers une application qui permet de gérer des droits d'accès d'une communauté sur des fichiers, etc., qui permet donc de réaliser une saisie soit en mode tableur, soit en mode formulaire, mais une saisie totalement accompagnée, guidée, et qui garantit une simplicité déjà de collecte de données. Vous l'avez vu sur la copie d'écran, mais on n'est pas obligé d'afficher tous les champs de formulaire à un utilisateur dès lors que la donnée, il ne la remplit pas parce qu'elle ne lui concerne pas. Il y a des données qui se mettent à jour automatiquement, il y a de l'autocomplétion de données. Vous tapez un numéro de SIRET, ça va naturellement interroger la base SIRET nationale des entreprises et ça vous précharge à l'intérieur du formulaire l'ensemble des données qui sont rattachées à la base entreprise. Vous voulez géolocaliser un point, vous avez un module qui, avec une souris, une carto, vous positionnez un géopoint sur une carte et ça vous remplit automatiquement voilà, les données concernées. Vous tapez une adresse et ça va automatiquement interroger la base adresse, tout comme le fait publier.data plus studio, et ça va vous précharger l'ensemble des champs qui composent une adresse et qui sont attendus dans le cadre du schéma. Voilà, donc cela suppose d'uploader ces données. Dès là, un service en ligne, cela suppose d'uploader ces données. Alors, d'uploader, d'uploader. Oui, vous pouvez utiliser les interfaces de collecte pour collecter de la donnée, soit par import, soit par saisie, formulaire et tableur. Et vous pouvez ensuite, de façon automatisée, produire un schéma totalement standardisé qui est publié sur votre portail Open Data. Et vous pouvez extraire également ces données pour les intégrer dans Excel si vous voulez les reprendre. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Il y a un site de démonstration de D-Line. Je vous mets les accès sur le chat. Il est hébergé aujourd'hui chez OVH. C'est une instance déployée par Open Data France sur une infrastructure OVH. Et pour information, Open Data France a déposé un dossier dans le cadre de l'appel à projet de la DINUM du mois dernier, de ce mois, pour la réindustrialisation et la réingénierie de ce concept de plateforme pour faire en sorte que les collectivités puissent en disposer, même pour des besoins propres. Ce soit un outil qu'ils puissent déployer sur leurs infrastructures ou sur mise à disposition de l'ensemble des collectivités d'un territoire et pas forcément pour aller collecter de la donnée pour lesquelles il existe à ce jour des schémas de données nationaux publiés.